Le concret, c'est des gens qui dans 6 mois sont à la rue. Le concret, c'est ça. C'est des emplois qui sont détruisés au profit du capital. Il faut dire que le mouvement est réprimé. Il y a eu plus de 1400 arrestations depuis le début de la contestation. Tout a changé pour nous à cause de la guerre et depuis que le Hamas a pris le contrôle. Comme pour beaucoup d'Israéliens, c'est devenu une guerre de vengeance. La situation actuelle au Bangladesh et le carnage sont survenus à cause du gouvernement et de son échec. Ce système réservant des quotas d'emploi dans la fonction publique est accusé de favoriser l'embauche des proches du pouvoir dans l'administration. Donald Trump a décidé de déployer des militaires et même des Marines dans la ville californienne. Depuis une dizaine d'années, on assiste à une multiplication des conflits armés à l'échelle du globe. Et à l'heure où je vous parle, l'armée israélienne elle a lancé une offensive terrestre de grande envergure sur Gaza après avoir détruit les hôpitaux et empêché l'accès à l'aide humanitaire. Le boucher Netanyahou il veut maintenant annexer une bonne fois pour toutes ce territoire et déporter ses occupants. Rappelons quand même que la revue The Lancet, qui est une revue médicale de référence, elle estimait en janvier à plus de 64 000 le nombre de victimes, et ce sans compter les victimes indirectes dues au risque de famine aggravée. En Ukraine, malgré des tentatives de négociation, les combats ils ont redoublé en intensité, et le Wall Street Journal il estimait en 2024 à plus d'1 million le nombre de victimes civiles et militaires des deux côtés de la ligne de front. Et là, je ne vous parle pas bien sûr des guerres au Soudan, au Yémen, en République démocratique du Congo, etc. Donc dans ce monde qui aujourd'hui nous paraît de plus en plus sombrer dans la barbarie, où tout semble s'accélérer, tant dans l'horreur des massacres que dans les velléités guerrières de nos dirigeants, il est légitime d'être inquiet pour notre avenir. Mais ne nous laissons pas piéger par la sidération ou le sentiment d'impuissance. Parce que ce qui est devant nous, c'est de lutter et de ne pas se laisser faire, pour ne pas en fait se laisser embrigader dans la folie guerrière, quoi. N'oublions jamais que les capitalistes, ils se font la guerre avec nos vies. Et sur le champ de bataille, ce sont des travailleurs qui tuent d'autres travailleurs. Parce qu'en fait, l'ennemi, il est dans notre pays. Il est dans les conseils d'administration du CAC 40, il est dans les conseils des ministres. Dans le contexte actuel de protectionnisme, on essaie de nous diviser les uns aux autres en nous mettant en concurrence selon notre nationalité, notre origine ou nos croyances. Mais nous, on a tout intérêt à s'opposer à tous ces discours et à être solidaires de nos frères et sœurs de classe, et ce, par-delà les frontières. D'ailleurs, en Europe, ils construisent des frontières militarisées, et on est tous et toutes sidérés de constater que la guerre se rapproche des pays soi-disant démocratiques, pacifiques et civilisés du vieux continent. Mais si on regarde avec des yeux de militants internationalistes, le tableau de la guerre, il ne doit pas nous surprendre. C'est en effet la guerre permanente depuis 30 ans en République démocratique du Congo qui permet aux impérialistes occidentaux, en soutenant en fait les différents belligérants, d'avoir la mainmise sur les ressources minières de la région, notamment le coltan et l'or. C'est des ressources qui sont indispensables en fait aux industries des nouvelles technologies. Et si la guerre elle dure encore et toujours en Palestine, enfin si plutôt Netanyahou il a carte blanche pour perpétrer un génocide, c'est parce que les impérialistes, USA en tête, mais aussi français, anglais, etc., ils ont besoin d'un État dont le rôle, c'est d'être le fidèle gendarme et le garant de leurs intérêts dans cette région. Et surtout que ce conflit, en fait, au-delà de permettre une rentrée d'argent directe et continue pour les marchands de canons américains, il permet aussi d'affaiblir et de maintenir la pression sur l'Iran, qui est aussi l'ennemi historique des États-Unis. Avec Trump, il n'y a plus lieu au vernis habituel de l'impérialisme américain, mais à sa forme la plus brutale. En témoignent d'ailleurs ses dernières déclarations sur le fait de transformer Gaza en Côte d'Azur, au grand plaisir des investisseurs et manias de l'immobilier, dont il fait lui-même partie. Ces mêmes manias qui se feront une joie de se partager les marchés créés par le massacre et la déportation de centaines de milliers de Gazaouis. En témoignent aussi les négociations sur la guerre en Ukraine. Trump, il se présente comme un faiseur de paix, mais ses seuls actes, ils sont dictés par sa volonté d'exploiter les ressources minières du sol ukrainien. En témoigne
C'est une chose qui est faite d'ailleurs parce que un traité permettant aux entreprises américaines d'exploiter donc, le lithium, le pétrole et les autres métaux rares, mais aussi la promesse des marchés de la reconstruction, ça a été signé fin avril au prix d'un chantage à l'aide militaire américaine. La guerre, elle est inhérente au système capitaliste. Et quand ce n'est pas un conflit armé, c'est à coup de guerre commerciale que les impérialistes ils font valoir leurs intérêts. Aujourd'hui, cela se traduit par des politiques de barrières douanières. On se rappelle d'ailleurs toutes et tous des menaces de Trump qui avaient fait paniquer les marchés mondiaux. Et bien que tout le monde soit visé, les taxes à viser en particulier la Chine. Parce que c'est sûr que depuis que ce pays n'est plus l'atelier du monde, mais une puissance économique et militaire qui vient concurrencer et menacer les intérêts des Américains et des Européens, tous les discours sur la libre concurrence, ils deviennent caducs. Et comme pour un conflit armé, celles et ceux qui payent la note à la fin, ce sera nous. Bon, ne vous en faites pas, nous on a Macron et l'Union européenne. Alors eux, ils nous ont sorti la totale, à deux doigts de nous dire que les chars russes, ils allaient envahir l'Europe. Après l'annonce de Trump, ils étaient tous paniqués, ils avaient pourtant aidé pour que l'Ukraine elle se défende face à l'envahisseur russe. Mais voilà, c'est les entreprises américaines qui récupéreront le plus gros retour sur investissement au mépris du sort des populations comme à leur habitude. Mais ouais, très déçus d'être mis sur la touche, les dirigeants européens, donc Merz, le chancelier allemand, Meloni, présidente du Conseil d'Italie, von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et puis notre Macron national, comme d'une seule voix, ils nous disent qu'il faudrait s'armer pour défendre la démocratie. On nous sort, comme par magie, 800 milliards d'euros pour financer ce réarmement. Bon. Après, quand même, toutes les proclamations pour tailler dans les budgets des services publics, santé et éducation en tête. Rappelons quand même que le budget annuel de la France, il est de à peu près 150 milliards d'euros par an. Mais du coup, c'est 800 milliards pour la défense, pendant que nous, on doit serrer la ceinture, alors que les marchands de morts comme Dassault ou Thales, eux, ils sont gavés d'argent public, quoi. Et puis, ce sera à nous de participer à l'effort de guerre. Alors que des milliers de licenciements sont à prévoir dans l'industrie, notamment automobile, que ce soit en France ou en Allemagne, mais aussi dans la pétrochimie. On entend maintenant que ces usines qui faisaient des voitures ou des médocs, elles pourraient être sauvées par l'État, qui commanderait des tanks, obus et tout le reste, quoi. Par exemple, à Caudan, dans le Morbihan, c'est la fonderie de Bretagne, qui était une filiale de Renault. Il y avait 285 salariés qui allaient se retrouver sur le carreau. Mais miracle, l'usine elle a été reprise par l'entreprise française Europlasma et en contrepartie de la reconversion de la production en matériel d'artillerie. C'est une reprise d'ailleurs qui est permise par l'État avec un prêt de 7 millions d'euros quand même. Et aussi l'appui bien sûr des bureaucraties syndicales, CGT en tête, qui se félicitent de ce magnifique plan de reconversion industrielle. Donc c'est des armes qui tuent au lieu des bagnoles qui polluent. Franchement, super perspective, quoi. Mais nous aussi, en tant que jeunes, on n'est pas à l'abri. Parce que bien que ce soit un échec au vu des sommes investies, Macron et sa clique, ils nous bassinent encore avec le SNU, cette tentative ratée de remettre au goût du jour le service militaire, avec appel au drapeau, petit uniforme bleu marine, etc. Mais malgré ça, il faut quand même qu'on garde en tête que l'enjeu pour nous, c'est de ne pas se laisser faire. Dire non à toutes les tentatives d'embrigadement de la jeunesse. Surtout à un moment où on essaye quand même de nous faire accepter des choses inacceptables. Un génocide, des tueries de masse, et bien sûr la pauvreté qui augmente partout autour de nous, pendant qu'on a des milliards qui sont accaparés par des milliardaires. Et ce sera d'ailleurs la seule réussite du bilan de Macron, parce que depuis 2019, la fortune des milliardaires français elle a augmenté de plus de 24 milliards d'euros au total, soit à peu près 13 millions d'euros par jour. Ce que cherche la bourgeoisie, en fait, c'est de gagner un avantage très important, le consentement et la discipline. Et ce sera à nous d'aller demain mourir dans les tranchées pour défendre la démocratie. Mais ça, c'est la propagande de la bourgeoisie, pour nous faire marcher au pas derrière elle. Leur nationalisme, c'est du vent, c'est un mensonge, pour qu'on accepte d'aller mourir pour les intérêts des capitalistes. Parce que c'est ça aussi le cynisme du capitalisme. C'est sa capacité à faire du profit avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre. Qu'importe le vainqueur, qu'importe les morts,
qu'importe les destructions. Bon, alors nous, au NPA révolutionnaire, bien sûr, on dit non à l'Europe de la défense. On dit non au plan de militarisation, qu'il soit outre-Atlantique, européen ou hexagonaux. Parce que ces déclarations, pour la défense, etc., il faut que nous, on l'entende comme des déclarations de guerre contre tous les services indispensables aux plus pauvres, contre nos droits et contre nos conditions de vie. Et pour se défendre face à cette nouvelle offensive de la bourgeoisie, nous, on n'est pas impuissants. On peut et on doit s'organiser ensemble et dans la rue. Nous, les travailleuses et les travailleurs, de par les frontières, on n'est pas impuissants car on est des milliards et c'est nous qui faisons tout tourner. On peut tout à fait se passer des bourgeois qui cultivent la haine pour mieux nous diviser. Parce que, encore une fois, la seule frontière qui vaille, c'est la frontière de classe entre eux et nous. On doit aujourd'hui, plus que jamais, s'organiser à la base contre cette pente très dangereuse sur laquelle nous met le capitalisme. Et dire haut et fort que nous ne sommes ni de la chair à patron, ni de la chair à canon. On est communiste, on est révolutionnaire et on est internationaliste. Et ça, ce que ça veut dire, concrètement, c'est qu'on ne choisira jamais un camp impérialiste plutôt qu'un autre, jamais une bourgeoisie nationale plutôt qu'une autre. Nous, on défend simplement la fraternité entre tous les exploités de par le monde. Et on le répétera jamais assez, mais le capitalisme, il porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Alors si vous voulez la paix, préparez la révolution. Bon alors, face au tableau qu'a dressé Laëlle, on peut se sentir impuissant, voire désespéré. Se dire que nos luttes partielles, divisées, ne font pas le poids face à la menace de la guerre et au contexte de licenciement. Face à ça, il n'y a pas de recette magique, pas de voie simple, toute tracée. Cependant, nous, on pense qu'il y a des perspectives qui peuvent nous sortir de là. Nous, on n'a pas d'armes, pas d'argent, mais on a une chose, c'est notre force, et c'est la force de notre unité. Alors, comme vous le savez sûrement, cet événement est organisé par le comité Rosa Luxembourg de Nantes, qui fait partie d'une organisation qui s'appelle le NPA révolutionnaire. Je pense que la plupart d'entre vous ont un peu suivi, ou peut-être seulement de loin, ces histoires d'orgas, le fait que nous soyons passés du NPA tout court au NPA révolutionnaire. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, je vous comprends, c'est pas les choses les plus passionnantes. Cependant, dans la situation et à notre échelle, et face aux objectifs qu'on défend, elles sont quand même importantes. Donc il y a eu une scission qui a eu lieu fin 2022 lors du congrès du NPA, après que le courant historique et majoritaire du NPA, celui d'Olivier Besancenot et Philippe Poutou, ait décidé de quitter le congrès, tandis que la plateforme qui est ensuite devenue le NPA révolutionnaire avait recueilli la quasi-moitié des votes. Donc cette scission acte des désaccords politiques qui ont fini par être insolubles. La question, pour faire rapide, de faire des alliances électorales avec la gauche institutionnelle. Ce qu'ils ont mis en œuvre dès l'année dernière en faisant campagne avec le nouveau Front populaire. Alors pourquoi ce désaccord ? Certains nous disent que c'est par pureté militante, parce qu'on ne sait pas faire de compromis, qu'on ne mesure pas les enjeux de la situation, ou qu'on ne comprend pas le danger que représente l'extrême droite. Mais le problème, ce n'est pas de savoir faire des compromis ou des alliances. Sur le terrain des luttes, ce sont des choses qui se discutent avec des militantes et des militants de la France Insoumise, de la CGT, du PC et d'autres. Mais ce dont on discute, c'est tout autre chose. La montée des extrêmes droites partout dans le monde et la multiplication des guerres sont les symptômes d'une accélération puissante des tensions entre classes sociales. Les symptômes d'une impasse sociale et économique du capitalisme à l'échelle mondiale. Et on le sait, les crises du capitalisme ne se résolvent jamais dans la douceur et la joie de vivre. Elles sont payées par la peau et le sang des exploités. Alors comment lutter contre ces immenses périls ? Certains, y compris souvent parmi nos proches et nos anciens camarades, pensent que face à la montée des périls, il faudrait sauver ce qui est sauvable en faisant alliance avec toutes les forces de gauche ou progressistes. C'est compréhensible, mais la peur est mauvaise conseillère. Qu'a accompli le nouveau Front populaire à part remettre en selle des vieux politiciens pourris comme Hollande, permettre la réélection de la bande Borne, Darmanin au prétexte de faire barrage au RN. C'est non seulement une impasse, mais une dangereuse impasse, car cela n'empêche ni la détérioration de la situation sociale, ni la progression de l'extrême droite. On le voit quand même depuis des décennies. Et encore aujourd'hui, Retailleau drague son électorat. On l'a vu il y a encore quelques jours avec le rapport sur les frères musulmans, comme quoi il y aurait 500 militants cachés qui feraient tomber le pays. Parce que de toute façon, c'est simple. Quand les musulmans restaient chez eux, c'est du séparatisme. Et quand ils tentent de s'intégrer, c'est de l'entrisme. Donc,
C'est dangereux et surtout cela désarme et démoralise toutes celles et ceux qui peuvent en effet lutter pour inverser la vapeur. Enfin, on le sait tous, si ces gens du nouveau Front populaire perdent les élections, alors quoi ? On attend la prochaine désillusion électorale en se consolant avec la promesse de lendemain qui chante ? Non, profondément, nos objectifs se situent ailleurs. C'est la conviction profonde qu'aucun accord électoral ne nous économisera jamais le chemin des luttes. Et que la lutte, elle se construit quotidiennement. Et pour cela, la boussole doit être claire. Notre boussole, c'est celle de notre classe, de la classe ouvrière, la seule à même de transformer la société. C'est pour cela que l'organisation que nous construisons défend l'indépendance de notre classe. La voix que nous voulons porter, c'est la voix de celles et ceux qui font tourner la société. Celles et ceux qui, quand ils s'arrêtent, font que tout s'arrête. Notre organisation, comme son nom l'indique, est révolutionnaire. Nous ne sommes pas la seule, il y en a d'autres, comme Lutte ouvrière ou Révolution permanente, qui défendent les mêmes objectifs que nous. Et même si nous pouvons avoir certains désaccords politiques ou des manières de faire divergentes, ce qui est bien normal parce que changer le monde est une chose compliquée, nous défendons la construction d'un pôle des révolutionnaires afin de systématiser les échanges et mutualiser nos expériences. D'ailleurs, notre organisation, donc le NPA révolutionnaire, est la fusion de deux courants différents, ce qui montre bien qu'il est possible de dépasser nos différences. Bon, construire une organisation révolutionnaire, très bien. Mais il s'agit quand même d'une affaire compliquée que la révolution, vous me direz. Pourquoi prendre ce risque-là, celui de tout changer ? Les raisons ne manquent pas. Ce monde est insupportable. Comme l'a décrit Laëlle, plus de 53 000 personnes, dont 15 000 enfants, ont été tués à Gaza. Donc ce n'est pas exactement les mêmes chiffres que ce que Laëlle a dit. Ce chiffre-là de 53 000, c'est un plancher donné par The Economist. Et les projections les plus mesurées donnent à 3 fois plus de victimes. Depuis une semaine, Israël mène une nouvelle invasion terrestre dans la bande de Gaza qui a fait des centaines de morts. L'aide humanitaire est bloquée depuis plus de 2 mois. Rien n'entre à Gaza. On parle d'un monde où nous assistons à l'anéantissement d'une population sous nos yeux, où des millions d'enfants, de bébés sont tués sous nos yeux. Alors après un nombre incalculable de résolutions de l'ONU, un mandat d'arrêt qui sont restés absolument inefficaces, qu'ont à proposer les institutions ? Nous n'avons rien à attendre d'elles. Nous voyons tous les catastrophes se dérouler sous nos yeux. Des populations anéanties, les morts en Méditerranée, la destruction du vivant. Mais aussi la catastrophe sourde, mais pas moins réelle. Les vies broyées tous les jours par les conditions de travail. Une jeunesse sans perspective. L'urgence est déjà là, sous nos yeux. Si nous ne faisons rien, nous contentons d'espérer à chaque élection, nous savons tous très bien où cela va nous mener. On a plus de facilité à imaginer la fin d'un monde que la fin du capitalisme. Or, plus que jamais, 2 choix s'offrent à nous. Le socialisme ou la barbarie, pour reprendre la formule de Rosa Luxembourg. Alors oui, nous faisons le choix de la révolution. Être révolutionnaire, ça ne veut pas seulement dire être radical. Oui, il faut dénoncer la racine de tous ces maux, à savoir le système capitaliste. Mais une radicalité de façade, ou se contenter de le dénoncer, ne fera pas tomber ce système. Être militant révolutionnaire, ça n'est pas tout détruire. C'est construire au quotidien. Construire un capital militant, accumuler les expériences de lutte pour renforcer notre classe et apprendre de ces expériences. C'est se lier à des milieux aussi divers que l'est notre classe. Pour cela, il faut intervenir dans les luttes sociales, contre les licenciements, contre toutes les injustices, contre le génocide en Palestine, contre la destruction du vivant, pour les droits des femmes et des LGBT. Être militant révolutionnaire, c'est lier son destin à celui des travailleurs et des travailleuses du monde entier. Proclamer des grands discours déconnectés de la réalité des gens n'est d'aucune utilité. Non, construire des liens de solidarité avec les gens qui nous entourent, ça commence par des choses qui peuvent paraître petites, mais qui sont essentielles dans un système où tout est fait pour nous isoler. C'est organiser des groupes d'entraide lorsqu'on est étudiant, organiser des moments de discussion avec ses collègues pour permettre que chacun puisse parler des problèmes qu'il rencontre. C'est faire en sorte que lorsqu'une lutte démarre, elle puisse aller jusqu'au bout de ses possibilités, sans être accaparée et dévoyée par des appareils syndicaux ou politiques. En un mot, être aux côtés de celles et ceux qui s'organisent. C'est aussi se soucier de problématiques qui ne nous concernent pas directement.
celles des minorités qui font cependant partie de notre classe, de notre voisin sans papier ou de notre connaissance en parcours de transition. Ou encore organiser des sorties culturelles pour permettre à celles et ceux qui n'en ont pas la possibilité autrement d'y participer, car oui, nous ne vivons pas que de pain. Et c'est encore organiser des moments chaleureux, festifs comme celui qu'on partage en ce moment, parce que lutter contre la morosité, lutter pour la joie est aussi une lutte politique. Être militant révolutionnaire, ça ne commence pas au début de la diffusion d'un tract et ça ne se termine pas à la fin d'un topo. Alors, pour parvenir à tout cela, il faut évidemment être nombreux, même si on fait ce qu'on peut à notre petite échelle. Il faut être implanté dans la société et en priorité dans les endroits où le rapport de force et la lutte de classe s'expriment avec le plus de force et où l'action des travailleurs se confronte directement au pouvoir de la bourgeoisie, dans les entreprises, les usines, les bureaux et dans la jeunesse. Tous les liens qu'on construit au quotidien, toute la solidarité que l'on crée sert de base pour le monde de demain. Et pour construire le monde de demain, il faut en finir avec ce système qui ne porte en lui que l'injustice et la destruction. Alors oui, nous pensons que la classe à même de renverser la société, c'est la classe des travailleurs. C'est pour ça qu'on cherche à s'implanter dans les entreprises. Et militer dans les entreprises, ça comporte des risques. On le voit avec nos camarades Gaël et Yann, qui risquent 5 ans de prison et une amende de 75 000 € pour s'être rendus lors d'une grève contre la précarité en 2014 au siège de l'entreprise, donc de la Poste, pour demander des négociations. Donc nous intervenons dans le monde du travail et le premier travail du militant révolutionnaire, c'est d'être à l'écoute des gens. Pour cela, il faut une implantation la plus large possible pour nous permettre d'avoir une idée la plus juste possible de ce que pensent les travailleurs. Nous militons au sein des syndicats car cela nous permet d'accroître notre influence au sein de la classe ouvrière. Mais nous défendons également des formes d'organisation autonomes des syndicats tout au long de l'année, avec un travail militant qui se construit autour de nos bulletins de boîte. Et pendant les luttes, par la défense des comités de grève, capables de représenter les travailleurs en lutte et de disputer la direction de la grève à l'appareil syndical. À l'échelle nationale, nous intervenons notamment dans le ferroviaire, l'automobile, les hôpitaux, le social, l'éducation, le transport, l'aéronautique, la poste. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez lire les articles qu'on écrit sur nos interventions dans notre presse. Donc, il y a le journal à l'accueil, je vous invite à l'acheter, ou encore sur notre site. Je vais juste citer quelques exemples d'interventions notables de notre organisation ces dernières années. Donc, on a notamment initié les premières manifestations pour la Palestine à Paris lorsqu'elles étaient interdites peu de temps après le 7 octobre 2023. On a créé le collectif Soignants pour Gaza qui a permis de rassembler et rendre visibles des soignants autour de cette cause, ainsi que d'initier des discussions sur les lieux de travail. On milite et on a du poids dans les mobilisations des travailleurs sociaux. On œuvre à la coordination des unités en lutte dans les entreprises qui licencient. On a tenté des regroupements dans l'éducation et dans les universités avec d'autres organisations, notamment la France Insoumise. Et nous œuvrons au regroupement des révolutionnaires par la promotion d'un pôle des révolutionnaires. On a d'ailleurs, le week-end dernier, organisé une conférence internationale avec l'Ota Comunista, une organisation italienne, qui a eu lieu à Paris et qui a regroupé une quarantaine d'organisations du monde entier pour discuter de nos analyses de la situation mondiale et de nos perspectives militantes. À Nantes, du fait de la composition de notre comité, nous intervenons essentiellement auprès de la jeunesse, dans les lycées et à l'université, ainsi qu'au CHU. Nos objectifs sont immenses et peuvent paraître irréalistes. Voilà, ce qu'on fait, ce sont sans doute des petites choses, mais qui pourraient être décisives lorsque les millions d'exploités se mettront en lutte. Et ce type de situation arrive parfois plus vite qu'on ne le croit. Les récentes révoltes en Iran ou en Amérique du Sud nous l'ont bien montré. Pour propager nos idées, on participe aussi aux élections. Et comme Anton l'a dit, vous me voyez venir, ce sont bientôt les élections municipales. Alors, pourquoi participer aux élections alors que nous défendons dans le même temps que ce ne sont pas avec les élections qu'on changera le système capitaliste ? De même que nous savons que dans cette démocratie bourgeoise, les dés sont pipés. Ne se présente pas qui veut. Faire campagne, ça demande beaucoup d'argent.
de même que la visibilité dont on dispose est très limitée. On le sait bien quand l'essentiel des médias sont détenus par une poignée de milliardaires. Cependant, les élections restent des moments où il est plus facile de capter l'attention des gens pour parler de politique, et surtout des moments où il nous paraît essentiel d'imposer d'autres thèmes de campagne que ceux des partis bourgeois. Dans un contexte de montée de l'extrême droite et de la reprise de ces thèmes par l'ensemble des partis, on voit bien l'extrême droite a phagocyté la droite, et les macronistes aussi, mais jusqu'à la gauche avec le PC, on pense à Roussel avec son discours sur l'assistanat, qui déclare vouloir supprimer le RSA, ou encore le député Desfontaines qui déclare à la radio que le no border est une bêtise. Nous nous présenterons pour imposer d'autres thèmes à cette campagne et pour porter une voix que nous, les révolutionnaires, sommes les seuls à porter, c'est-à-dire contre la guerre des puissances impérialistes, pour l'ouverture des frontières et la liberté de circulation, pour l'interdiction des licenciements, le partage et la diminution du temps de travail. Nous ne prétendrons pas vouloir gérer mieux que les autres les affaires de la municipalité. Nous savons que les municipalités sont sous tutelle de l'État, avec des contraintes administratives et financières imposées par l'État. Nous ne nous présenterons pas comme gestionnaires ou administrateurs de la municipalité. Nous, militants révolutionnaires, nous voulons briser l'État bourgeois, que les travailleurs et travailleuses prennent et exercent le pouvoir d'État. Faire campagne ici à Nantes, c'est aussi dénoncer les administrateurs de gauche, qui représentent bel et bien le pouvoir de l'État à l'échelle locale. Lorsque Johanna Rolland chasse les migrants et les pauvres du centre-ville, elle choisit son camp. Lorsque le projet du nouveau CHU est imposé aux soignants, sans aucune concertation sur les réels besoins, et en supprimant de nombreux lits, les choix sont clairs également. Ou encore, comme on peut le lire dans un article récent de Médiacité, qu'on peut vous transmettre d'ailleurs si ça vous intéresse, quand des élus à la mairie soutiennent ouvertement le monopole d'une poignée d'investisseurs multipropriétaires sur les bars et restaurants du centre-ville, qui se font des marges monumentales au détriment des conditions de travail des salariés, c'est aussi assez clair. Mais nous ne nous contenterons pas de les dénoncer. Pour nous, une campagne électorale est avant tout militante. Lorsqu'on nous reproche de nous présenter de manière indépendante, qu'on nous demande par exemple pourquoi on ne se présente pas avec la France insoumise, nous répondons que nos pratiques et nos objectifs sont différents. Encore une fois, les élections ne sont pas pour nous une fin en soi. Et d'ailleurs, elles ne sont pas non plus particulièrement notre dada. On préférerait largement parler d'une grève à mener que d'élections. Mais il s'agit d'une bagarre à mener, une bagarre militante, une étape dans ce qu'on essaye de construire. C'est-à-dire construire un ancrage social dans les quartiers, dans les entreprises, sans lesquels on ne pourra pas construire un mouvement militant. Et pour cela, toute participation est la bienvenue. Et il y a plein de choses possibles, plus ou moins prenantes en fonction des situations de chacun. Que ce soit en participant à des discussions, en échangeant autour de nos situations diverses, de nos conditions de travail, en donnant son nom pour constituer la liste, ou par des contributions financières. Ou bien en réfléchissant avec nous à comment faire vivre cette campagne, en organisant des réunions dans des quartiers, des fêtes politiques, en réalisant des affiches, en les collant, mais bien d'autres choses encore. Car être militant révolutionnaire, c'est aussi découvrir que nous ne sommes plus seuls, et que notre classe sociale a des ressources infinies, d'imagination, de créativité et de force collective.